Née en 1931 au sein d'une famille juive hongroise d'origine modeste, Edith Bruck a survécu au pire et vécu 1001 vies sans jamais renoncer à sa liberté. Déportée à l'âge de 13 ans avec sa famille, elle est passée par les camps d'Auschwitz, de Dachau, de Térésine et de Bergen-Belsen. À sa libération, à l'âge de 14 ans, elle entame un long périple qui l'amènera dans plusieurs pays avant de s'installer définitivement à Rome. C'est en italien, sa langue d'écriture, qu'elle choisit de livrer le témoignage poignant que nous présentons aujourd'hui, Le pain perdu. René Tseccati, bonjour. Vous êtes écrivain, dramaturge, éditeur, traducteur de l'italien et du japonais. Vous avez traduit des œuvres de Pasolini, d'Alberto Moravia, mais aussi la Divine Comédie de Dante. Et vous êtes le traducteur du Pain perdu d'Edith Bruck, récemment paru aux éditions du Sous-sol. Alors tout d'abord, René Tseccati, on a envie de vous demander de nous parler d'Edith Bruck parce que c'est une figure incontournable en Italie pour la transmission de la mémoire de la Shoah et quasiment inconnue en France. Alors pourquoi la découvrons-nous aussi tard ? Elle est, comme vous l'avez dit, hongroise et italophone. Elle était en Italie connue par le cinéma, à vrai dire, parce qu'elle était scénariste, et également la télévision. C'est une reporter, enfin, elle a fait des documentaires sur les exclus de la société de manière générale. Son mari était Nello Risi, qui est le frère de Dino Risi, qui est plus célèbre que lui, mais qui lui-même est un cinéaste et un grand poète. Elle-même a fait beaucoup de théâtre. Alors, ses livres étaient connus en Italie, notamment Qui t'aime ainsi, qui est son premier grand témoignage, en fait, qui est apparu en 1959, donc elle était encore jeune, et peu de temps après la reprise de Si c'est un homme de Primo Levi. Donc elle était une amie proche. Dont elle était une amie proche. Il y avait ce lien entre eux, bien sûr, et les différents livres qu'elle a écrits n'étaient pas tous consacrés à la Shoah, bien sûr, mais elle a écrit des romans qui parlent de son lien avec son mari, mais toujours l'expérience de la déportation était très forte. Et elle avait été traduite en français déjà par les éditions Quimay, qui est un éditeur de philosophie plutôt, mais les livres étaient passés complètement inaperçus. Donc il y en a un qui est repris justement en point de la collection de poche des éditions du Seuil, qui est Qui t'aime ainsi, le premier livre, et il y en avait deux autres. J'ai été en contact avec elle par des raisons, une série de coïncidences. Elle avait essayé de prendre contact avec moi et en me disant, écoutez, je suis traduite déjà en France, mais on ne me connaît pas vraiment. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez un livre qui en cours, que vous êtes en train d'écrire? Et elle m'a dit, oui, Le pain perdu, elle me l'a envoyé. Et donc j'ai été complètement enthousiaste et je l'ai traduit. Et bon, il se trouve que ce livre a beaucoup plus d'écho, il a reçu beaucoup plus d'écho en Italie, où brusquement elle était en tête des ventes pendant toute l'année dernière, donc, et elle était finaliste pour le prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt en Italie. Et elle a eu, enfin sa notoriété surtout a été incroyablement accrue par une partie qui est la fin du livre, qui est la lettre à Dieu, où elle s'adresse à Dieu. Et cette lettre a été publiée dans le quotidien de Rome, remarquée par le pape. Et c'est ce qui, brusquement, le pape a voulu la voir, il est allé la voir chez elle. Pourtant, c'est un livre qui est une accusation contre Dieu. Qu'as-tu fait ce jour-là? Mais c'est une accusation et en même temps une déclaration de foi. Les deux mélangés. Quoi qu'elle dit et répète qu'elle n'est pas une femme, certainement pas une femme religieuse, ni une femme qui a la foi. Il n'empêche qu'il y a quelque chose, il y a un discours qui est qu'elle ne peut pas renier. Et elle est surtout née dans une famille dont la mère était extrêmement religieuse. La figure de sa mère est très présente dans son récit. Et donc ce personnage, donc sa mère n'a pas survécu au camp, son père non plus d'ailleurs, et elle a perdu aussi son petit frère. Et sa mère fait constamment référence à Dieu, elle s'adresse à Dieu à chaque instant de la vie et pour chaque chose. Et Edith Bruck raconte qu'elle se sent, comment dire, elle a été témoin de cette relation permanente de sa mère à Dieu,
Et elle se sent dans l'obligation d'y répondre d'une certaine manière, même si elle se dit athée. Pour autant, Dieu était l'interlocuteur privilégié et permanent de sa mère. Oui, c'est-à-dire que sa mère supportait la grande pauvreté de leur famille, parce que le père de Edith Brooke était un transporteur de bétail. Hein, il transportait le bétail qui ne lui appartenait pas des gens du village pour les vendre en ville. Il ne possédait qu'une charrette. Il n'avait qu'une charrette. Et la seule fois où il a pris un cheval, où il a pu acquérir un cheval à lui, le cheval était pratiquement mort. Et donc, elle a connu cette extrême pauvreté. Et la mère de Edith Brooke tenait bon. Et parce qu'elle était porteuse d'un espoir gigantesque, parce que pour elle, la vraie vie n'était pas ici, la vraie vie était dans l'au-delà. Et donc, elle avait toujours cette ouverture d'esprit, et elle était en même temps extrêmement rigoureuse dans le respect des rituels juifs, ce qui, d'une certaine manière, les isolait, parce qu'ils étaient dans une petite communauté juive à l'intérieur d'un petit village, et ils étaient l'objet d'un terrible antisémitisme. Donc le problème du rapport de Edith Brooke avec sa mère, c'est qu'elle adorait sa mère, elle voyait combien sa mère faisait tout pour les rendre heureux les enfants, mais en même temps avait une très grande rigidité. Très souvent, elle disait « ma mère n'avait même pas le temps de nous aimer ». Tellement elle avait des soucis matériels, bien entendu, mais aussi elle voulait absolument respecter, préserver cette foi juive à l'intérieur, dans un contexte qui les excluait en plus. En parlant de cette foi et du respect de sa mère, on peut parler du titre de l'ouvrage, Le pain perdu, parce que finalement, à quoi fait référence ce titre? Donc, la foi de sa mère est liée aussi, puisque c'est lié à Pessah. Exactement, c'est lié à la Pâque. Et alors, le problème, c'est qu'elle parle de ce pain parce que le matin où la rafle a eu lieu, où ils ont été donc déportés d'abord pour aller dans le ghetto et puis après à Auschwitz, elle avait mis le pain au four. Et ce que trouvait extraordinaire Edith Brooke, c'est qu'en plus, elle n'avait pas de farine. La farine avait été offerte par une voisine qui n'était pas juive. Et donc, le pain était toute sa richesse. Et quand elles ont été déportées, même dans le train qui les a conduits au ghetto, la mère ne cessait de répéter « le pain était perdu ». Et c'était bien sûr plus que le pain qui avait été perdu, c'était toute leur vie qui était en train de s'effondrer. Alors il n'y a pas en italien le même jeu de mots qu'en français, le pain perdu. C'est ça. Hein, c'est pas le nom d'un dessert, hein, mais c'est ce pain-là de la Pessah qui a été perdu et auquel elle ne cessait de se rattacher. D'ailleurs, vous savez, même maintenant, quand Edith Brooke parle de cet épisode, elle a les larmes aux yeux après 80 ans pratiquement depuis ce moment. Donc pour elle, c'était tout. Et puis aussi, c'était au fond la disparition de l'espoir de sa mère. C'était aussi pour ça, le fait que sa mère pleure en disant « le pain était perdu », c'est comme si elle risquait de perdre confiance en Dieu, en fait. Oui. Et donc vous faites référence à la farine qui a été donnée par une voisine, oui. Mais pour autant, Edith Brooke parle sans embâche de la collaboration de la population hongroise aussi, bien sûr. Qui est tout à fait manifeste, c'est des gens du village dans la ségrégation des Juifs. Bien sûr, à l'intérieur même d'une toute petite communauté villageoise, il y avait un antisémitisme très très fort de la part des Hongrois. Et d'ailleurs, elle ne sait, vous savez, quand elle est retournée en Hongrie, évidemment, après toutes ces années, et elle est retournée d'abord en sortant des camps, hein, puisqu'elle est retournée dans son village, et elle n'a pas pu rester dans le village. Et après, parce qu'elle s'est dit, c'est là que se trouvaient tous les gens qui nous ont dénoncés. Edith Brooke, au fond, après avoir commencé à écrire en sortant des camps en hongrois, elle était très très jeune, elle avait 14 ans, oui. A fini par choisir la langue italienne dans laquelle elle se sentait plus libre. Contrairement à Imre Kertész qui, lui, a continué à écrire en hongrois et n'a pas changé de langue. On peut faire aussi
le parallèle avec Aaron Appelfeld qui raconte, il avait à peu près l'âge d'Edith Bruck quand il est arrivé en Israël et comment il a désappris sa langue maternelle pour la remplacer par l'hébreu qui deviendra sa langue d'écriture. Ici, pour des raisons différentes, mais peut-être aussi sensiblement apparentées, Edith Bruck désapprend ou laisse de côté sa langue maternelle, le hongrois, pour écrire en italien. Mais alors, comment est son italien, vous qui le traduisez? Est-ce que c'est un italien étrange? Elle a un très bel italien, très simple. Et en plus, ce livre est particulier parce qu'il commence par il y a très très longtemps, il était une fois. Donc ça commence comme un conte pour enfants. Elle avait pensé en faire un conte pour enfants, ce qui donne d'ailleurs aux premières pages une très grande douceur, une sorte de bonheur qui a l'air de s'annoncer et qui malheureusement va être évidemment complètement trahi. Ça va être, on va passer dans la tragédie très rapidement. Donc elle a un langage très simple, mais qui est quand même assez sophistiqué aussi, il est très précis, mais on reconnaît, moi qui ai l'habitude de traduire de l'italien, on reconnaît un léger accent, j'allais dire, elle n'a pas du tout l'accent hongrois en parlant italien, mais un accent stylistique, si vous voulez, quelque chose, et moi j'aime beaucoup cet italien très légèrement décalé par rapport à un italien qui serait classique, qui serait un peu pompeux. Vous voyez qu'il y a toujours, même dans l'italien, un risque de raideur et qu'il n'y a absolument pas chez elle. Et bon, elle est habituée à la grande communication parce qu'il y a des années et des années qu'elle fait comme beaucoup d'anciens déportés, courageux. Elle va dans les écoles, elle parle avec des enfants, elle parle avec des étudiants en Italie, bien sûr. Elle l'a toujours fait, alors maintenant elle le fait encore plus alors qu'elle a 90 ans. Mais elle trouve la force et la rigueur de le faire, même si c'est très difficile pour elle, parce qu'elle dit, malheureusement, les enfants, les adolescents n'ont pas tous l'attention qu'il faudrait, et c'est très douloureux pour elle quand elle raconte sa déportation et qu'elle s'aperçoit que les enfants ou les adolescents écoutent leur portable, vous voyez, tapotent sur et n'ont pas cette présence qu'elle attendrait. Oui. Mais enfin, ça ne la décourage pas pour autant. Non, et puis c'est vrai qu'elle a une langue très simple, mais par ailleurs, elle est assez radicale aussi dans les choses qu'elle dit. On pense notamment à Marceline Loridan dans son franc-parler, quand elle raconte son expérience en Israël ou même son apprentissage de l'amour, sa relation aux hommes. Elle a un regard assez critique à l'égard d'Israël, mais parce qu'elle est arrivée à un moment où elle avait besoin d'être protégée. Je vous disais que elle disait qu'elle a besoin d'être protégée alors que l'État d'Israël lui-même était tout jeune et tout bébé, comme elle dit, et avait besoin d'être protégé, mais qu'elle se sent en partie injuste par rapport à Israël, mais n'avait pas la force de rester, aussi pour des raisons probablement personnelles. Elle s'est mariée 3 fois, chaque fois pour pouvoir être protégée, parce qu'une femme mariée pouvait avoir un appartement en Israël, alors qu'une femme seule se trouvait dans un lieu collectif, et une femme mariée était dispensée du service militaire, elle n'était pas soldate. Donc elle s'est mariée pour des raisons vraiment prosaïques, si on peut dire, mais ça a rendu ses rapports difficiles avec les hommes, d'une certaine manière, parce qu'elle était très jolie, et donc très sollicitée. Mais elle a réussi à préserver son indépendance. Oui, elle parle beaucoup de son indépendance, de sa liberté qui est très importante pour elle. Oui, et elle l'a acquise donc en partant d'Israël et en devenant danseuse et chanteuse de cabaret. Et puis voilà, et c'était dangereux pour une toute jeune fille d'avoir ce métier, mais en même temps, elle a acquis son indépendance, mais sa véritable indépendance, elle l'a acquise au moment où elle a écrit. C'est là, elle dit souvent, ça a été mon oxygène, c'est ce qui me permet de vivre. Quand elle a pu écrire, et l'a affirmé complètement son regard personnel sur son expérience passée et l'expérience au jour le jour qu'elle vivait. Ce qui m'a frappée aussi dans ce livre, c'est que elle raconte évidemment son expérience des camps, mais aussi l'après. C'est vrai qu'on trouve peu dans les témoignages
de rescapés, l'accueil qu'ils ont reçu notamment de la part de leur famille quand ils sont rentrés de déportation. Et elle raconte comment elles étaient reçues quasiment comme des pestiférés avec sa sœur. Il y a une scène assez violente où leur sœur demande à la bonne de placer une bassine pour qu'elle se lave avant d'entrer dans la maison, au lieu de courir vers elle pour les prendre dans ses bras. Oui, elle a eu de mauvaises expériences en effet avec d'abord une de ses sœurs qui était très, comme vous le dites, très violente, également en Israël, c'est-à-dire qu'elle s'est aperçue qu'on ne voulait pas avoir cette image victimaire des Juifs. Bon, ce qui est monstrueux hein, quand il y a des déportés qui reviennent de camp. Donc elle a eu, mais ça c'est une expérience que tous les déportés ont eue, hein, qui est on ne voulait pas entendre ce qu'ils disaient. Et eux-mêmes avaient le sentiment, c'est peut-être aussi un sentiment personnel qu'ils avaient, que l'horreur n'arrivait pas à trouver les mots pour être dit. Elle cite hein, des Allemands qui lui ont dit « De toute façon, quoi que vous disiez, on ne vous croira pas. Ce que nous avons fait est tellement atroce que quoi que vous disiez, on ne vous croira pas. » Et en effet, c'est ce dont elle s'est rendue compte, mais ça ne l'a pas découragée. Contrairement à Imre Kertész, qui a peut-être une position un peu plus acide, peut-être oui, plus ironique, plus sarcastique. Elle, oui. On sent vraiment Imre Kertész, c'est par ailleurs d'une vitalité incroyable, hein, mais il assume cette posture un peu sarcastique, tandis qu'elle, il n'y a aucun sarcasme à aucun moment. Mais elle est profondément humaniste. Vous savez, c'est ça c'est pour ça que le pape François a été très touché par elle, parce qu'au fond, peu lui importe qu'elle croie ou ne croit pas en Dieu. Parce que ce qui compte, c'est de croire en l'homme et de voir dans l'être humain, même au cœur de la plus terrible des expériences, qu'il y a quelque chose qui peut sauver l'humanité par elle-même. Donc ça c'est le discours extrêmement positif qu'il y a chez Edith Bruck. Et moi qui ai beaucoup lu Primo Levi, je vois aussi ce qu'il y a de différent entre Primo Levi et Edith Bruck, même si Primo Levi a lui aussi une très grande hauteur d'esprit et une très grande générosité. Mais il y a chez Edith Bruck quelque chose d'un peu différent, dans une espèce de confiance inaltérable en l'humanité. Elle ne s'est pas suicidée d'ailleurs, contrairement à... Oui, elle a écrit d'ailleurs un poème très dur hein, sur le suicide de Primo Levi. Pourquoi tu nous as fait ça? En disant, tu n'avais pas elle dit toujours, tu n'avais pas le droit de faire ça à l'humanité parce que nous avons besoin de ta parole. Et parce que elle dit toujours qu'un déporté ne parle jamais en son nom propre. Un déporté parle au nom de tous les déportés, donc il ne peut pas avoir une parole trop négative, il ne peut pas avoir une parole aussi, il n'a pas le droit de pardonner non plus, parce qu'on ne peut pas pardonner au nom des autres. Vous voyez, mais en même temps, on ne doit pas haïr. C'est ça qui la caractérise, et certainement pas se haïr soi-même. Parce que là, le problème du suicide, c'est que c'est un meurtre sur soi-même, mais c'est quand même un acte d'une extrême violence. Oui. Je vous remercie beaucoup, René Tsekati, d'être venu ici, de nous avoir parlé de votre très belle traduction du Pain perdu d'Edith Bruck, que j'invite les auditeurs à se procurer aux éditions du Sous-sol.